Il ne restait plus qu'un tunnel. Un seul tunnel, et le but fixé par Hunter, vers lequel Artyom se dirigeait avec obstination et désespoir, allait être atteint. 2, peut-être 3 kilomètres de marche dans un tunnel sec et silencieux, et il était arrivé. Artyom avait la tête aussi vide que l'était le souterrain qu'il empruntait, et il ne se posait plus aucune question. Encore 40 minutes, et il arrivait à destination. 40 minutes, et son périple trouvait un terme. Il n'était plus conscient qu'il marchait dans une obscurité complète. Ses jambes continuaient sans faux pas à progresser de traverse en traverse. Il avait oblitéré jusqu'à l'existence des dangers potentiels qui pouvaient le guetter dans les tunnels. Il ne se souciait pas d'être désarmé, sans papier, sans lampe torche, de porter des vêtements qui le désignaient comme membre d'une secte, ni d'ignorer tout de ce tunnel et des périples qu'il pouvait receler pour ceux qui s'y aventuraient. Une certitude le gouvernait. Tant qu'il resterait sur sa voie, rien ne viendrait le menacer. Où était passée l'inéluctable peur des tunnels? Où avait disparu la fatigue et la défiance? Tout fut gâché par l'écho. À cause de la vacuité du tunnel, le bruit des pas se réverbérait dans toutes les directions. D'abord assourdissant, l'écho s'éloignait de plus en plus ténu, jusqu'à disparaître complètement, puis revenait après un tel délai qu'il semblait qu'Artyom ne fût pas le seul à se déplacer sur ce tronçon de voie. Au bout d'un moment, cette impression devint si aiguë qu'il fut tenté de s'arrêter pour écouter si l'écho de ses pas n'avait pas acquis une vie propre. Plusieurs minutes durant, il combattit cette tentation. Son pas ralentissait, de plus en plus silencieux, alors qu'il tendait l'oreille pour déterminer si cela influait sur l'intensité de l'écho. Enfin, Artyom s'arrêta, anxieux de prendre une inspiration profonde pour éviter que le bruit de l'air remplissant ses poumons ne vînt l'empêcher de distinguer les infimes bruissements au loin. Il était planté là, dans l'obscurité la plus opaque, et il attendait. Le silence lui répondit. Maintenant qu'il avait cessé tout mouvement, l'impression de réalité de l'espace qui l'entourait avait à nouveau disparu. Tant qu'il marchait, c'était comme s'il s'ancrait dans le réel à la force des semelles. Arrêté au milieu d'un tunnel noir comme l'encre, Artyom ne comprenait soudain plus où il était. Quand il se remit en marche, il crut percevoir un écho à peine audible de pas qui lui revenaient aux oreilles, une fraction de seconde avant qu'il posât le pied sur le sol en béton. Il sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine, mais en quelques battements de cils, il avait réussi à se convaincre que prêter une attention excessive au moindre bruissement dans les tunnels était stupide et sans intérêt. Durant quelque temps, il marcha en essayant de s'abstraire des sons qui l'entouraient. Ensuite, quand il lui sembla que le dernier écho mourant s'était rapproché de lui, il se boucha les oreilles et accéléra le pas. Mais là non plus il ne tint pas très longtemps. En décollant les mains de ses oreilles, sans ralentir, Artyom constata avec effroi que le volume sonore de l'écho devant lui ne cessait de croître, comme si quelque chose venait vers lui. Mais il lui suffisait de s'arrêter pour que les bruits se taisent à leur tour, avec une seconde de retard. Ce tunnel mettait à l'épreuve sa résistance à la peur. Il n'allait sûrement pas s'avouer vaincu, il avait traversé bien trop de périls pour se laisser effrayer par l'obscurité et les jeux de l'écho. Mais était-ce bien l'écho? Ça s'approchait. Il ne pouvait désormais subsister aucun doute. La dernière fois qu'Artyom s'était arrêté, les pas suspects n'étaient plus qu'à une vingtaine de mètres. C'était d'autant plus inquiétant qu'inexplicable, et n'y tenant plus, et en essuyant la sueur froide qui perlait son front, Artyom cria vers le néant. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » L'écho lui répondit de beaucoup plus près, de trop près, et il ne reconnut pas sa voix. Les réverbérations tremblantes s'élancèrent vers les tréfonds des tunnels en perdant des syllabes dans leur course. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Hein ?» Mais personne n'y répondit. Et soudain, l'incroyable se produisit. Elles commencèrent à revenir dans sa direction, répétant sa question, retrouvant les syllabes perdues en cours de route, dans l'ordre inverse, augmentant en volume jusqu'à ce qu'à une trentaine de pas devant lui, quelqu'un répète sa question d'une voix empreinte de terreur. Ce fut plus qu'Artyom ne put en supporter.
Il tourna les talons et rebroussa chemin en s'efforçant d'abord de ne pas marcher trop vite. Puis, oubliant qu'il ne fallait pas céder à la peur et trébuchant à chaque pas, il partit dans une course effrénée. Mais il se rendit vite compte que les bruits de pas résonnaient toujours à une vingtaine de mètres derrière lui. Son invisible poursuivant ne voulait pas le lâcher d'une semelle. Complètement essoufflé, Artyom courait sans faire attention à la direction qu'il empruntait, et il aboutit à une intersection de tunnels. L'écho se tut instantanément. Il lui fallut un moment pour se rendre maître de lui-même, se lever et faire un pas en avant. C'était la bonne direction. À chaque mètre parcouru, le bruit de pas traînant sur le béton venant à sa rencontre se faisait plus proche. Seuls les battements de son cœur dans ses oreilles assourdissaient la résonance lugubre. Et chaque fois qu'il s'immobilisait dans les ténèbres, son poursuivant, car Artyom était désormais certain qu'il ne s'agissait pas de l'écho, en faisait autant. Ce manège continua jusqu'à ce que les pas résonnent à la distance d'un bras tendu. Alors Artyom, hurlant et agitant ses poings à l'aveuglette, se jeta dans la direction où, d'après ses calculs, se trouvait la chose qui lui donnait la chasse. Ses poings rencontrèrent le vide. Nul n'essayait de parer ses coups. Il sautait, hurlait, brassait l'air autour de lui, les bras écartés, dans l'espoir de saisir son adversaire invisible. Il n'y avait personne. Artyom reprit son souffle et fit un pas en direction de police. Alors le bruit de pas traînant résonna juste devant lui. Son bras fendit l'air. Encore le vide. Rien que le vide. Il sentit qu'il perdait la raison. Il écarquilla les yeux à s'en faire mal pour tenter d'apercevoir ne serait-ce qu'une ombre, une silhouette. Son ouïe tendue cherchait le souffle ténu d'une respiration qui ne fut pas la sienne. Mais il n'y avait rien. Se tenant parfaitement immobile durant d'interminables secondes, Artyom raisonna. Quelle que fût l'explication du phénomène dont il était victime, il ne représentait aucun danger. L'acoustique singulière de l'endroit devait lui jouer des tours. Une fois rentré à la maison, je poserai la question à mon père, se dit-il. Et lorsqu'il leva la jambe pour faire un nouveau pas en direction de son objectif, quelqu'un lui souffla au creux de l'oreille. « Attends, pour l'heure, l'accès t'y est interdit. »« Qui êtes-vous ? Qui est là ?» cria Artyom, en peinant à reprendre son souffle. Mais nul ne lui répondit. Il était à nouveau entouré d'épaisses ténèbres. Il essuya la sueur de son front du revers de la main et se hâta vers la station Borovitskaya. Les pas illusoires de son poursuivant s'éloignèrent à la même vitesse dans la direction opposée, et leur écho s'affaiblir jusqu'à se dissoudre dans le silence. Alors seulement, Artyom s'arrêta. Il n'avait aucune idée, et encore moins d'hypothèse, de ce qu'il venait de lui arriver. Jamais personne ne lui avait parlé de tel phénomène, ni ses amis, ni son père adoptif le soir auprès du feu. Mais quelle que fût la voix qui lui avait soufflé à l'oreille l'ordre de s'arrêter et d'attendre, maintenant qu'Artyom avait maîtrisé sa peur et qu'il avait le temps de retourner son aventure dans sa tête, tout cela semblait parfaitement surnaturel. Les 20 minutes qui suivirent, il les passa assis sur les rails, se balançant comme un ivrogne et cherchant en vain à maîtriser les frissons qui le secouaient. La voix inhumaine qui lui avait ordonné d'attendre résonnait encore dans sa tête. Il ne reprit la route que quand les tremblements commencèrent enfin à se calmer et les chuchotements insolites à se confondre avec le sifflement des courants d'air dans le tunnel. Puis il marcha en s'efforçant de ne penser à rien, se prenant de temps en temps les pieds dans le câble qui jonchait le sol, et ce furent les péripéties les plus terribles qu'il connut sur cette portion de son trajet. Il n'aurait pas su dire la durée de cette errance, même s'il eut l'impression qu'elle fut brève. Mais l'écoulement du temps dans les ténèbres n'obéit pas aux mêmes lois qu'ailleurs. Enfin, il aperçut au bout du tunnel la lumière. Borovitskaya. Police. De la station lui parvinrent l'écho d'une violente altercation, puis des claquements de tir. Et Artyom, reculant d'un bond, se cacha dans un renfoncement de la paroi du tunnel. De loin, on entendait les plaintes des blessés, des jurons, et à nouveau cette fois, amplifié par le tunnel, le crépitement d'une rafale de mitrailleuse. Attends.
Artyom n'osa quitter son abri d'un quart d'heure après la cessation des hostilités, alors que le silence régnait à nouveau. En laissant ses mains bien en évidence, il s'avança vers la lumière. Il arriva directement à l'entrée de la station. Il n'y avait pas de cordon de sécurité à la Borovitskaya. Ses autorités étaient visiblement confiantes dans l'aura d'immunité de police. À 5 mètres de la fin du tunnel étaient érigés les blocs de béton du point de passage, et dans une mare de sang gisait un corps. Quand Artyom entra dans le champ de vision des gardes-frontières en uniforme vert, on lui ordonna d'approcher et de se placer face contre le mur. Avec un bref regard vers le cadavre, il obtempéra sans hésiter. Une fouille rapide, une question à propos du passeport, les bras tordus derrière le dos, et enfin, la station. Et la lumière. Quelle lumière! Ils avaient dit vrai. Ils avaient tous dit vrai. Les légendes n'avaient pas menti. La lumière ici était si intense, si claire, qu'Artyom dut fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. Mais la clarté lui brûlait les pupilles même à travers ses paupières closes, et la douleur ne cessa qu'au moment où le garde-frontière lui posa un bandeau sur les yeux. Le retour à la vie tel que la vivaient les générations précédentes fut plus douloureux qu'Artyom ne l'avait imaginé. On ne lui retira le bout de tissu qu'au poste de garde, semblable à tous les autres postes de garde. Une petite pièce fonctionnelle au mur de faïence ébréché. Il y faisait sombre. La seule source de lumière était une bougie posée dans une gamelle en aluminium. Le commandant de la garde, un costaud mal rasé engoncé dans une chemise militaire verte aux manches retroussées, rehaussé d'une cravate tenue par un élastique, observa longtemps Artyom, tout en jouant du bout des doigts avec la cire liquide avant de prendre la parole. « D'où venez-vous ? Où est votre passeport ? Qu'est-il arrivé à votre œil ?» Artyom décida qu'il ne servirait à rien d'essayer de noyer le poisson et raconta honnêtement que les nazis avaient confisqué son passeport et que son œil avait bien failli prendre le même chemin. La réaction de compassion de l'officier à son égard le surprit. « On les connaît bien. Le tunnel de l'autre côté rejoint justement la Tchekovskaya. On y a érigé une petite forteresse. Pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre, mais des gens bien intentionnés nous conseillent d'ouvrir l'œil. Comme ils disent, si vis pacem parabellum, lui dit-il, l'air complice. » Le sens de la dernière phrase échappa à Artyom, mais il préféra ne pas en faire cas. Son attention était attirée par le tatouage sur le coude du commandant de la garde. Un oiseau bicéphale aux ailes déployées et au bec crochu, sans doute défiguré par les radiations. Il avait l'impression confuse que cet animal lui rappelait quelque chose, mais il ignorait quoi. Puis, lorsque l'officier se tourna vers l'un de ses hommes, Artyom vit que le même dessin, cette fois en miniature, était tatoué également sur la tempe gauche. « Et quelle est la raison de votre visite ? » continuait le commandant. « Je cherche quelqu'un. Il s'appelle Melnik, mais c'est sans doute un surnom. J'ai un message important pour lui. » L'expression du commandant changea aussitôt. Le sourire bienveillant quitta ses lèvres et ses yeux étincelèrent étrangement à la lueur de la bougie. « Vous pouvez me transmettre le message ?» Artyom secoua la tête et, proférant 1000 excuses, entreprit d'expliquer que c'était impossible, qu'il s'agissait d'un secret et qu'il fallait bien comprendre qu'on lui avait expressément ordonné de n'en parler à personne et de ne transmettre ce message qu'au dénommé Melnik. Le commandant le scruta de pied en cap une fois encore, fit un signe à l'un des soldats qui s'empressa de lui tendre un appareil téléphonique en plastique noir, déroulant soigneusement la longueur de câble strictement nécessaire. Il fit tourner de son doigt un disque au centre du cadran, puis parla dans le combiné. « Ici le poste bord sud. Ivachov à l'appareil. Passez-moi le colonel Melnikov. » Pendant qu'il attendait sa réponse, Artyom put constater que les deux gardes présents arboraient le même tatouage que leur supérieur sur les tempes. « Comment vous présentez ?» lui demanda le commandant, en coinçant le combiné contre son épaule. « Dites-lui que c'est un message urgent de Hunter. » L'autre acquiesça de la tête, et après un bref échange avec son interlocuteur, raccrocha le combiné. « Rendez-vous avec le responsable de l'Arbatskaya demain matin, 9h. Jusque-là, quartier libre. »
Il fit un signe de la main au soldat, qui s'écarta immédiatement de l'encadrement de la porte. Puis il ajouta à l'intention d'Artyom : « Attends une seconde. Il semblerait que tu sois un hôte de marque. Tiens, mais pense à les rendre. » Et il lui tendit une paire de lunettes noires à la monture métallique fatiguée. Seulement demain ? Une déception et une vexation aiguë submergèrent Artyom. C'était pour ça qu'il avait marché à travers le métro en risquant sa vie et celle de certains de ses semblables. C'était pour ça qu'il se dépêchait, se forçait à poser un pied devant l'autre, même à bout de force. Et n'était-ce pas urgent d'informer de ce qu'il savait ce Melnik, qu'il aille au diable, qui n'était même pas capable de trouver une minute à lui consacrer ? Ou alors était-ce lui, Artyom, qui arrivait trop tard ? Peut-être l'autre savait-il déjà tout ce qu'il devait savoir. Peut-être savait-il encore davantage qu'Artyom lui-même. Peut-être avait-il tellement tardé que sa mission avait perdu tout son sens. « Seulement demain ?» demanda-t-il, incapable de se retenir. « Le colonel est aujourd'hui en mission. Il rentre demain à la 1 heure, » expliqua le commandant. « Allez, va, et profite du délai pour te reposer un peu. » Puis il raccompagna Artyom vers l'entrée du poste. Rasséréné, mais toujours amer, Artyom chaussa les lunettes, ravi de leur double utilité, tant pour la protection contre la lumière que pour dissimuler son œil au beurre noir. Les verres étaient rayés et faussaient la perspective, mais lorsqu'il prit congé des gardes-frontières en les remerciant et posa le pied dans la station, il comprit qu'il ne pouvait se passer des lunettes. La lumière des lampes à mercure était bien trop intense pour ses yeux. Il remarqua d'ailleurs qu'il n'était pas le seul à recourir à cet accessoire. Sans doute les autres porteurs de lunettes étaient-ils des étrangers comme lui. Voir une station éclairée ainsi dans le moindre de ses renfoncements l'étonna. Il n'y avait aucune zone d'ombre. Tant à VDNK-H que dans celle qu'il avait eu l'occasion de visiter jusqu'à présent, les sources de lumière étaient peu nombreuses. Elles ne pouvaient éclairer tout ce qui entrait dans le champ de vision et en offrait une vision parcellaire. Toute station avait des recoins où aucune clarté ne pénétrait jamais. Chacun y avait plusieurs ombres, une projetée par la lueur d'une bougie, terne et étiolée, une autre pourpre, projetée par les éclairages de secours, une troisième, enfin, au contour bien découpé, celle de la lampe de torche. Elles se mélangeaient, se recouvraient ou recouvraient d'autres ombres, s'étiraient parfois sur plusieurs mètres, inquiétantes, trompeuses, obligeant à deviner et à extrapoler. Mais à Police, l'éclat impitoyable des lampes à lumière blanche chassait les ombres jusqu'à la dernière. Artyom, immobile et extatique, contemplait la Borovitskaya. Elle semblait parfaitement conservée et entretenue. Tant sur les murs de marbre que sur les plafonds blancs, il n'y avait pas de traces de suie. Rien ne traînait par terre, et une femme en bleu de travail nettoyait avec application le bas-relief d'un panneau de bronze terni par le temps. Les espaces de vie étaient installés sous les arcades, dont 4 seulement, 2 à chaque extrémité, avaient été laissés dégagés pour donner accès aux voies. Toutes les autres avaient été murées à la brique, créant de véritables appartements. Chaque volume ainsi défini disposait d'une ouverture, et certains avaient même de véritables portes en bois et des fenêtres vitrées. De l'un d'eux s'échappait un air de musique. Devant certaines entrées étaient posés des paillassons, pour permettre aux hôtes de s'essuyer les pieds avant d'entrer. Jamais Artyom n'avait rien vu de tel. Un sentiment de confort et de paix émanait de ces habitations, à tel point qu'il sentit son cœur se serrer alors qu'une image fugace de son enfance glissait devant ses yeux. Mais le plus étonnant étaient les rayonnages de livres qui couraient d'un bout à l'autre des 2 murs de la station. Ils occupaient tous les espaces disponibles entre les appartements, et cet aménagement particulier conférait à l'ensemble une merveilleuse originalité, presque irréelle, qui rappelait à Artyom les descriptions des bibliothèques des universités du Moyen-Âge qu'il avait lues dans les livres de Georges Louis Borges. À l'extrémité du quai se trouvaient des escalators qui conduisaient à la correspondance vers la station Arbatskaya. Les vantaux hermétiques du sas de sécurité étaient grands ouverts. Et même si le poste de garde attenant était occupé par des soldats, ces derniers laissaient circuler librement les gens dans un sens comme dans l'autre, sans même un contrôle d'identité.
En revanche, à l'extrémité opposée du quai, non loin du bas-relief en bronze, on observait un véritable camp militaire. Il y avait plusieurs tentes vert sombre, arborant le même oiseau que celui tatoué sur les tempes des gardes-frontières, et un chariot sur lequel était fixée une arme inconnue, que trahissait uniquement un canon à la gueule évasée, dépassant dessous la bâche. Non loin, 2 sentinelles en tenue vert sombre, casque et gilet pare-balles, montaient la garde. Le camp entourait le pied d'un escalier qui permettait d'accéder à une passerelle courant au-dessus des voies. Des panneaux de direction lumineux y indiquaient la sortie, et Artyom comprit immédiatement le déploiement de telles mesures de sécurité. Le deuxième escalier, conduisant à la passerelle, avait été muré à l'aide de grands blocs de béton. Au milieu de la station étaient disposées de solides tables en bois, autour desquelles, absorbés dans une discussion animée, étaient assis des hommes en gros par-dessus gris. Quand il s'approcha davantage, Artyom s'aperçut, à sa plus grande surprise, qu'ils portaient tous également un tatouage à la tempe. Pas un oiseau cette fois, mais une sorte de livre ouvert sur fond de plusieurs silhouettes, rappelant une colonnade. Remarquant le regard insistant du jeune homme, l'un d'eux lui adressa un sourire amical. « Étranger ? Première visite chez nous ?» demanda-t-il. Artyom se tendit à l'usage du mot « étranger », mais il se maîtrisa et se contenta d'acquiescer de la tête. Son interlocuteur était un peu plus âgé que lui, et lorsqu'il se leva pour lui tendre la main dans un geste de bienvenue, Artyom se rendit compte qu'ils étaient tous deux de taille voisine, même si l'autre était d'une constitution plus frêle. L'homme au par-dessus gris s'appelait Danila. Peu enclin à s'étendre sur sa propre vie, il avait sans doute engagé la conversation avec Artyom dans le seul but de satisfaire sa curiosité quant à ce qui se passait au-delà des frontières de police. Que se passait-il sur l'anneau ? Quelles étaient les dernières nouvelles des nazis, des rouges ? Une demi-heure plus tard, ils étaient installés chez les flanqués Danila, dans un de ses appartements nichés sous les arches, et buvaient un thé chaud qui avait sûrement emprunté bien des chemins détournés pour arriver depuis VDNKH. Le mobilier se composait d'une table croulant sous des montagnes de livres, d'étagères métalliques sur toute la hauteur du mur, également remplie de gros volumes, et d'un lit. Une ampoule nue, d'une 40aine de watts, pendait du plafond, et éclairait l'esquisse d'une sorte de temple ancien, dans lequel Artyom ne reconnut pas tout de suite le bâtiment de la bibliothèque qui se trouvait à la surface, quelque part au-dessus de police. Lorsque son hôte eut épuisé toutes ses questions, ce fut au tour d'Artyom de se montrer curieux. « Dis-moi, pourquoi est-ce que les gens chez vous portent des tatouages sur la tête ?»« Comment ? Tu n'as jamais entendu parler des castes ?» s'étonna Danila. « Es-tu au moins familier avec le conseil de police ?» Artyom se souvint aussitôt que quelqu'un... Mais non, pas quelqu'un. Comment avait-il pu oublier ce vieillard, ce Mikhail Porfirievitch, tué par les nazis ? Lui avait appris que le pouvoir à police était partagé entre les militaires et les bibliothécaires, parce que les 2 bâtiments qui se trouvaient à la surface autrefois, juste au-dessus de la station, abritaient la bibliothèque et une organisation quelconque liée à l'armée. « Mais si, j'en ai entendu parler, » s'écria-t-il. « Les militaires et les bibliothécaires. »« Donc tu es un bibliothécaire, c'est bien ça ?» Danila faillit s'étouffer, puis, pâlissant, il fixa Artyom d'un regard empreint de terreur. Quand il parvint enfin à se maîtriser, il souffla du bout des lèvres. « Qu'est-ce que tu me parles de bibliothécaire ? T'as déjà vu un bibliothécaire vivant, toi ? Je te le déconseille. Les bibliothécaires, ils sont à la surface. N'as-tu pas remarqué nos fortifications ? Prie pour qu'ils ne descendent jamais. Ne confonds jamais les deux. Je ne suis pas un bibliothécaire, mais un gardien. On nous appelle aussi les brahmanes. » « D'où vient ce nom bizarre ? Demanda Artyom en levant les sourcils. « Tu comprends, notre système repose sur des castes, comme dans l'ancienne Inde. Une caste, c'est comme une classe. Les rouges ne t'ont pas expliqué ? Ce n'est pas grave. La caste des prêtres, des gardiens du savoir, de ceux qui rassemblent les livres et qui travaillent avec les livres, expliquait-il à un Artyom toujours aussi surpris du soin qu'il prenait à éviter de prononcer le mot bibliothécaire. Et la caste des guerriers, ceux qui défendent, ceux qui protègent. Il y a beaucoup de points communs avec l'Inde, vraiment. Ils avaient aussi une caste de marchands et une de serviteurs, nous de même. Et entre nous, nous utilisons les noms indiens.
On appelle les prêtres brahmanes, les guerriers kshatriya, les commerçants vaishya et les serviteurs soudra. Quand on rejoint une caste, c'est pour la vie. Il y a des rites initiatiques particuliers, surtout chez les brahmanes et les kshatriyas. En Inde, la caste était un héritage familial. Chez nous, chacun choisit la sienne à sa majorité. Sur la Borovitskaya, nous sommes une majorité de brahmanes, presque tous en fait. Notre école est ici, nos bibliothèques, nos cellules. À la Bibliotheca Imeni Lenina, ils ont un régime particulier à cause du droit de transit des Rouges. Il faut des forces armées en permanence pour pouvoir se défendre. Mais avant la guerre, nous y étions aussi majoritaires. Depuis les accords de paix, les nôtres ont migré vers Alexandrovski Sad. L'Arbatskaya n'abrite que des kshatriyas, à quelques exceptions près, à cause du QG. En entendant encore un autre mot issu des dialectes de l'Inde ancienne, Artyom poussa un soupir de lassitude. Jamais il ne pourrait mémoriser tous ces mots savants dès que Danila les prononcerait. Mais celui-ci poursuivait son discours. Au conseil ne peuvent bien sûr siéger que deux castes, les brahmanes et les kshatriyas. Entre nous, on les surnomme les belliqueux, confia-t-il à Artyom avec un clin d'œil complice. Et pourquoi ils se tatouent des oiseaux à deux têtes? Dans votre caste, au moins, c'est simple. Votre truc, c'est les livres. Mais les oiseaux? C'est leur totem, répondit Danila en haussant les épaules. Si tu veux mon avis, ce devait être jadis l'esprit protecteur des troupes spécialisées dans les armes nucléaires. C'est un aigle, je crois. Ils ont une foi un peu particulière, bien à eux. Si tu veux tout savoir, chez nous, les relations entre les castes ne sont pas très bonnes. Il fut même un temps où nous étions en très mauvais termes. À travers le store, on constatait que les lumières de la station baissaient en intensité. Une manière de marquer la tombée de la nuit. Artyom se prépara à partir. Est-ce que vous avez des hôtels dans la station pour passer une nuit? Parce que demain matin j'ai rendez-vous à 9h à l'Arbatskaya et j'ai nulle part où dormir. Tu n'as qu'à rester chez moi si tu veux, proposa Danila. Je dormirai par terre, ce n'est que pour une nuit. Je comptais justement préparer à dîner. Reste, tu me raconteras ce que tu as vu d'autre en chemin, parce que je ne sors jamais d'ici. La règle des gardiens ne nous permet pas de nous éloigner à plus d'une station. Pesant brièvement le pour et le contre, Artyom acquiesça. Une atmosphère douillette régnait dans la pièce, et il avait éprouvé de la sympathie pour le maître des lieux dès leur rencontre. Ils avaient quelque chose de semblable. Un quart d'heure plus tard, Artyom épluchait les champignons alors que Danila coupait la viande de porc en lambeaux. « As-tu eu l'occasion de voir la bibliothèque au moins une fois ?» demanda Artyom, la bouche pleine, 1 heure plus tard alors qu'il mangeait le sauté de porc aux champignons dans des gamelles d'aluminium. « Tu parles bien de la grande bibliothèque ?» se fit préciser le brahmane, l'air sévère. « Je parle de celle qui est à la surface. Elle est toujours debout, non ?» répondit Artyom en désignant le plafond de sa fourchette. Dans la grande bibliothèque ne se rendent que nos doyens, et bien sûr les stalkers, qui travaillent pour les brahmanes. C'est bien eux qui rapportent les livres de là-haut, n'est-ce pas? De la bibliothèque, je veux dire, de la grande bibliothèque, se corrigea Artyom, en voyant son interlocuteur froncer à nouveau les sourcils. Oui, ce sont eux. Mais d'après les directives des aînés de notre caste, physiquement, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que nous devons recourir à des mercenaires, expliqua à contre-cœur le brahmane. La règle voudrait que nous fassions cela nous-mêmes, protéger le savoir et le transmettre à tous ceux qui cherchent. Mais pour répandre le savoir, encore faut-il l'amasser, et aucun des nôtres n'oserait s'aventurer là-haut. Il soupira en levant les yeux au plafond. À cause des radiations, commenta Artyom d'un air entendu. À cause de cela aussi, mais surtout à cause des bibliothécaires, répondit Danila d'une voix assourdie. Mais c'est pas vous, les bibliothécaires? Ou les descendants des bibliothécaires? C'est ce qu'on m'avait expliqué. Tu sais quoi? Évitons d'aborder le sujet à table. Et puis, même, trouve quelqu'un d'autre pour t'en parler. C'est pas vraiment mon thème favori, d'accord? Danila entreprit de débarrasser la table. Puis, après une seconde de réflexion, il déplaça une pile de livres de l'étagère. Entre les volumes de la seconde rangée, brillait une bouteille gironde de gnôle artisanale. Puis, de la pile de vaisselle, il dégagea de petits verres à facettes.
Après avoir consacré un moment à admirer les étagères de livres, Artyom décida de briser le silence. C'est fou la quantité de livres que tu as. Chez nous, à VDNKH, il doit à peine y en avoir autant dans la bibliothèque de la station. Ça fait longtemps que je les ai tous lus et relus. Et c'est pas souvent qu'on a des arrivages de bons livres. De temps à autre, mon père adoptif rapporte quelque chose qui vaut le coup. Sinon, c'est que de la drouille que tente de nous fourguer les colporteurs. Des trucs policiers. En plus, dans ces bouquins, la moitié du texte est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé de venir à Police. C'est à cause de la grande bibliothèque. J'arrive même pas à imaginer combien il peut y en avoir pour qu'on ait construit un truc aussi colossal, ajouta-t-il en désignant l'esquisse du menton. Les deux convives avaient déjà les yeux qui brillaient. Danila, flatté par les paroles d'Artyom, se pencha sur la table et parvint à articuler. Oui, mais ça n'a aucun sens, tous ces livres. Et la grande bibliothèque ne fut pas construite pour eux. Et ce n'est pas ce qui y est conservé. Artyom le regarda, étonné. Le brahman ouvrit la bouche comme s'il allait poursuivre, puis se ravisa, se leva brusquement de sa chaise, se dirigea vers la porte qu'il entr'ouvrit et prêta l'oreille au bruit extérieur. Puis il la rabattit silencieusement et regagna sa place. Il reprit en chuchotant. On a construit la grande bibliothèque pour un seul et unique ouvrage, et c'est le seul qui y soit dissimulé. L'unique raison de la présence des autres livres est qu'ils lui fournissent une cachette idéale. C'est cet ouvrage en réalité qui est recherché. C'est cet ouvrage qui est protégé, ajouta-t-il avec un tic nerveux. Et qu'est-ce que c'est que ce livre ? Demanda Artyom, en baissant lui aussi la voix. C'est un in-folio très ancien, sur des pages noires de jet, et inscrite en lettres d'or. Toute l'histoire, jusqu'à la fin. Et pourquoi le chercher ? Souffla Artyom. Tu ne comprends vraiment pas ? Fit le brahman incrédule. Jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Et nous en sommes loin encore. Celui qui détient une telle connaissance. Soudain, derrière le rideau apparut brièvement une ombre semi-opaque. Bien qu'Artyom regardât fixement Danila, il put la remarquer et faire signe à son interlocuteur. Coupant court à son récit, l'autre bondit de sa chaise et se jeta vers la porte. Artyom à ses trousses. Il n'y avait personne sur le quai. Seul l'écho de bruit de pas provenait du couloir de correspondance. Les deux hommes en faction devant l'escalator dormaient paisiblement. De retour dans la chambre, Artyom s'attendait à ce que le brahman reprenne le cours de son récit, mais il avait retrouvé sa sobriété et se contentait de secouer la tête. « Il nous est interdit d'évoquer ça, coupa-t-il. C'est réservé aux initiés. J'ai trop bavardé sous le coup de l'ivresse. » Il grimaça. « Et ne t'avise pas d'en parler à quiconque. Si on venait à apprendre que tu es au courant pour le livre, je ne donne pas cher de ta peau, ni de la mienne par la même occasion. » À cet instant précis, Artyom comprit enfin pourquoi un frisson l'avait parcouru au moment où le brahman lui avait parlé du livre. Il se souvint. « Il n'y a pas qu'un seul livre. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas ? Demanda-t-il. Danila l'observa d'un air méfiant. Crains les vérités cachées dans d'antiques in-folio, où les lettres sont d'or et dont le papier noir de jet jamais ne s'altère, dit-il, alors que, devant ses yeux, dansait l'image fantomatique du visage dénué d'expression de Bourbon, qui formulait, tel un automate, des mots incompris qui n'étaient pas les siens. Le brahman le fixait maintenant d'un regard défait. « Comment sais-tu cela ?»« J'ai eu une révélation. Il n'y a pas qu'un seul livre. Que racontent les autres ?» demanda Artyom sans quitter des yeux l'esquisse de la bibliothèque qui le subjuguait. « Il n'en reste plus qu'un. À l'origine, il y en avait 3, admit enfin Danila. Le passé, le présent et le futur. Le passé et le présent ont disparu voici quelques siècles. Il ne reste plus que le dernier, le plus important. Et où est-il ? Perdu quelque part dans la réserve principale. Il y a plus de 40 millions de volumes, et l'un d'entre eux, parfaitement anodin d'apparence dans sa reliure standard, est ce livre.
La seule manière de le reconnaître est de le feuilleter, car selon la légende, ces pages sont véritablement noires. Et pour feuilleter tous les volumes stockés dans la réserve principale, il faudrait 70 ans d'une vie sans sommeil ni repos. Mais les gens ne peuvent y rester plus d'une journée. Et de toute manière, nul ne te laisserait fureter et feuilleter les livres qui y sont entreposés. Et maintenant, ça suffit. Sujet clos. Il s'emménagea un coin par terre pour y dormir, alluma une bougie et éteignit la lumière. Artyom se coucha à regret. Il n'avait pas sommeil, même s'il avait peine à se rappeler la dernière fois où il avait pu vraiment se reposer. Je me demande si on peut voir le Kremlin quand on monte vers la bibliothèque, pensa-t-il à voix haute. Danila somnolait déjà. Bien sûr qu'on le voit, mais il faut pas le regarder. C'est un aimant, marmonna-t-il. Comment ça, un aimant ? Les stalkers disent qu'il ne faut pas regarder le Kremlin, surtout les étoiles rouges au sommet des tours. Dès que tu poses les yeux dessus, tu ne peux plus détourner le regard. Et bientôt tu n'as plus qu'une idée en tête, y aller. Ce n'est pas pour rien que les portails restent toujours grands ouverts. C'est pour cette raison que les stalkers ne montent jamais seuls à la grande bibliothèque. Si par inadvertance l'un d'eux pose les yeux sur les tours, l'autre est là pour lui faire reprendre ses esprits. Et à l'intérieur du Kremlin, qu'est-ce qu'il y a ? Chuchota Artyom, en déglutissant péniblement. Nul ne le sait, parce que le chemin est à sens unique. On y rentre, mais personne n'en est jamais sorti. Si ça t'intéresse, sur l'étagère, là, il y a un livre avec une histoire intéressante sur les étoiles et les svastikas. Dans le lot, on y parle des étoiles du Kremlin. Danila se leva, fouilla sur ses étagères pour trouver le livre en question, qu'il ouvrit à la bonne page avant de regagner sa couche. Il s'endormit en quelques minutes. Et Artyom, approchant la bougie de la tête de lit, se plongea dans le livre. Le moins nombreux et le moins influent des groupes politiques qui s'affrontaient pour le pouvoir en Russie après la première révolution. Les bolcheviks n'étaient pas considérés comme des concurrents sérieux par les différents camps en présence. Ils n'avaient pas tissé d'alliance avec l'Église et ne s'appuyaient que sur une poignée d'adhérents dans les milieux ouvriers et dans la marine. Car Lénine, qui avait étudié l'alchimie et l'asservissement des esprits dans des écoles très fermées en Suisse, avait trouvé ses plus sûrs alliés de l'autre côté de la barrière séparant les mondes. C'est justement à cette période qu'apparaît le pentagramme qui deviendra le symbole du mouvement communiste et de l'armée rouge. Comme chacun sait, le pentagramme, ou pentacle, est la forme de portail entre les mondes la plus répandue et la plus accessible aux débutants, qui permet de faire pénétrer des démons dans notre réalité. De surcroît, l'utilisateur avisé du pentagramme exerce un contrôle sur le démon qui l'a fait entrer dans notre monde, qui devient son serviteur. D'ordinaire, pour exercer un meilleur contrôle sur l'être ainsi invoqué, on trace un cercle de protection que le démon est dans l'incapacité de franchir. Nul ne sait comment les chefs du mouvement communiste étaient parvenus à accomplir le rêve des mages noirs les plus puissants de tous les temps, établir un lien avec les princes démons, suzerains de cohortes de leurs congénères moins puissants. Les spécialistes sont convaincus que ce furent ces princes démons qui, sentant venir les guerres et les pires effusions de sang de toute l'histoire de l'humanité, se sont d'eux-mêmes rapprochés de la barrière des mondes et ont attiré à eux les hommes les plus susceptibles de leur permettre d'obtenir la plus grande moisson de vie humaine. En échange, ils offraient soutien et protection. L'histoire du financement du parti bolchevique par l'or allemand est tout à fait véridique, mais il serait naïf et superficiel de considérer que seule l'aide des alliés étrangers de Lénine et de ses frères d'armes a fait pencher la balance en leur faveur. Le futur chef du mouvement communiste disposait déjà de protecteurs bien plus puissants et bien plus avisés que quelques hauts gradés de l'Allemagne du Kaiser. Les détails de l'accord secret passé avec les forces des ténèbres ne sont, bien évidemment, pas accessibles aux investigateurs contemporains, mais leurs résultats sautent aux yeux. En peu de temps, les pentagrammes fleurissent sur les étendards, les couvre-chefs des soldats, ainsi que sur tout le matériel de l'armée rouge. Chacun d'entre eux ouvrait un portail vers notre monde à un démon protecteur qui protégeait son porteur contre les dangers extérieurs. Leur rétribution, les démons la recevaient, comme à leur habitude, en monnaie de sang. Durant le seul XXe siècle, et selon les estimations les plus modestes,
plus de 30 millions de Russes leur furent sacrifiés. L'accord passé avec les dirigeants des forces occultes porta rapidement ses fruits. Les bolcheviks s'emparèrent du pouvoir et consolidèrent leur position. Et bien que Lénine, qui avait joué le rôle d'agent de liaison entre les deux mondes, eut disparu à l'âge de 54 ans, rongé de l'intérieur par les flammes de l'enfer, ses disciples poursuivirent son œuvre sans état d'âme. Ce fut bientôt la démonisation de tout le pays. Les enfants qui allaient à l'école épinglaient sur leur poitrine leur premier pentagramme. Peu de gens savent que dans les derniers temps de son existence, le rite initiatique des enfants d'octobre requérait que l'enfant se piquât avec l'épingle de son insigne. Ainsi, le démon de l'étoile d'octobre goûtait le sang de son futur maître, s'unissant à jamais à lui par des liens sacrés. Plus tard, lorsqu'il devenait pionnier, l'enfant recevait un nouveau pentagramme sur lequel les plus clairvoyants pouvaient lire une partie de l'accord, le profil doré de Lénine dévoré par les flammes dans lesquelles il avait péri. De cette manière, on inculquait tout au long de l'apprentissage de la vie l'importance du sacrifice de soi. Ensuite venait le komsomol, et enfin, pour une élite sélectionnée avec soin, s'ouvrait la route de la caste des dévoreurs, le Parti communiste. Des myriades d'esprits invoqués veillaient sur tout et tous sous le régime soviétique. Enfants et adultes, bâtiments et réalisations technologiques, et les princes démons s'installèrent dans les immenses pentagrammes de rubis au sommet des tours du Kremlin, acceptant volontiers cette réclusion au nom de l'accroissement de leur pouvoir. C'est de ce point précis que partaient des lignes telluriques qui parcouraient le pays tout entier, le préservant du chaos et de la dislocation, et asservissant la volonté de ses habitants à celle des occupants du Kremlin. D'une certaine manière, c'est toute l'Union soviétique qui devint un immense pentagramme dont le cercle protecteur était sa frontière. Artyom s'arracha à sa lecture pour regarder autour de lui. La bougie était presque entièrement consumée. Danila dormait à poing fermé, tourné vers le mur. S'étirant, Artyom se replongea dans le livre. L'épreuve décisive pour le pouvoir soviétique fut la confrontation avec l'Allemagne nationale-socialiste. Protégées par des forces tout aussi anciennes et puissantes que l'Union soviétique, les troupes cuirassées teutones, pour la deuxième fois du millénaire, se frayèrent un chemin jusqu'au cœur de notre pays. Cette fois, sur leur bannière, était dessiné le symbole inversé du soleil, de la lumière et de l'épanouissement. Jusqu'à ce jour, les tanks au pentagramme rouge sur leurs tourelles mènent un combat acharné contre ceux dont l'acier porte le svastika. Dans les panoramas des musées, sur les écrans de télévision, sur les feuilles quadrillées arrachées aux cahiers d'écoliers. La flamme de la bougie vacilla une dernière fois et s'éteignit. Il était l'heure de dormir. En tournant le dos au mémorial, on apercevait, entre les bâtiments à moitié détruits, un petit pan d'une haute muraille et les silhouettes de tours pointues. Mais Artyom ne pouvait pas se retourner pour les regarder. C'était interdit. On avait été très clair avec lui là-dessus. Il devait surveiller en permanence les portes et les escaliers qui y menaient pour pouvoir donner l'alerte au cas où quelque chose surviendrait. S'il regardait les tours, non seulement il était condamné, mais ses compagnons auraient aussi à en supporter les conséquences. Pour cette raison, Artyom restait immobile, malgré une forte envie de se retourner, et contemplait le monument dont le socle était couvert de mousse. Il représentait un vieillard ténébreux, assis dans un profond fauteuil, appuyé sur son coude. Des pupilles de bronze fendu suintaient lentement un liquide épais qui donnait l'impression que la statue pleurait. Le regarder longtemps était insupportable, et Artyom décida de contourner la statue pour observer attentivement les portes. Tout était calme, et le silence n'était rompu que par le léger sifflement du vent qui se promenait entre les ossatures rongées des bâtiments. Le détachement était parti depuis assez longtemps, mais il ne l'avait pas pris avec eux. Il lui avait ordonné de rester, de surveiller, et en cas de problème, de descendre dans la station pour avertir quelqu'un. Le temps passait lentement, et il le mesurait en comptant ses pas autour du monument. 1, 2,
3. Cela se produisit alors qu'il arrivait à 50. Il entendit derrière lui des bruits de pas et un grognement. Là, dans son dos, où il ne fallait pas regarder, quelque chose se trouvait non loin, qui pouvait se jeter sur Artyom à tout moment. Il se figea, tendant l'oreille, puis se jeta à terre et s'aplatit, son haka armé. La chose était maintenant tout près, sans doute de l'autre côté du monument. Artyom l'entendait distinctement, son souffle rauque, bestial qui contournait le socle et s'approchait lentement de lui. Il s'efforça de détendre ses mains tremblantes et de garder en joue l'endroit où la créature devait apparaître. Mais les bruits de pas et de respiration commencèrent soudain à s'éloigner, et lorsqu'Artyom regarda de derrière la statue pour en profiter et abattre l'ennemi invisible d'une rafale dans le dos, il oublia instantanément et l'ennemi et tout le reste. L'étoile sur la tour du Kremlin était clairement visible de sa position. La tour même ne dessinait qu'une vague silhouette dans la faible lueur renvoyée par la lune à travers les nuages, mais l'étoile, elle, était très nette et attirait l'attention de quiconque la repérait pour une raison évidente. Elle brillait. Incrédule, Artyom colla les yeux à ses jumelles. L'étoile rayonnait d'une vive lumière rouge, éclairant autour d'elle. En observant plus attentivement, Artyom remarqua que ce rayonnement était irrégulier. Le rubis géant semblait emprisonner une véritable tempête. Il y avait des éclairs, quelque chose coulait, tout bouillonnait et scintillait. C'était un spectacle d'une beauté indicible. Mais à cette distance, il ne voyait pas assez bien. Il fallait s'approcher. Rejetant son arme sur l'épaule, il descendit les marches d'un bond et courut sur l'asphalte craquelé de la rue jusqu'à l'angle d'où l'on pouvait voir tout le mur d'enceinte du Kremlin et les tours. Au sommet de chacune brillait une étoile rouge. À peine avait-il repris son souffle qu'Artyom se collait de nouveau aux jumelles. Les étoiles émettaient toujours cette lumière bouillonnante irrégulière, et il ne pouvait pas en détourner les yeux. Se concentrant sur la plus proche, il admira son fantastique chatoiement, jusqu'à ce qu'il lui semblât soudainement voir ce qui se mouvait sous la surface du cristal. Pour mieux discerner les étranges contours, il lui fallut s'approcher un peu plus. Oubliant tous les dangers, Artyom s'arrêta en plein milieu de l'espace découvert, et ne détachant plus ses yeux des jumelles, essaya de comprendre ce qu'il voyait. Les princes démons, se souvint-il enfin. Les maréchaux des armées infernales invoquées pour protéger le gouvernement soviétique. Le pays et le monde entier gisaient dans leurs décombres, mais les pentagrammes qui coiffaient les tours du Kremlin étaient toujours intacts. Les dirigeants communistes qui avaient conclu le pacte étaient morts depuis bien longtemps, et il n'y avait plus personne pour libérer les démons. Personne ? Et pourquoi pas lui ? Il devait à tout prix trouver le portail. Il devait trouver l'entrée. Debout, c'est bientôt l'heure d'y aller. Danila lui secouait l'épaule. Artyom bâilla et se frotta les yeux. Il venait de faire un rêve bien intéressant, mais qui s'était dissipé aussitôt, emportant avec lui le souvenir des images aperçues un instant plus tôt. L'éclairage principal de la station avait été rétabli, et on pouvait entendre les femmes de ménage qui balayaient le quai en s'apostrophant joyeusement. Artyom chaussa ses lunettes noires, passa par-dessus son épaule une serviette éponge pas très propre que lui avait tendue le maître de maison, et partit se débarbouiller d'un pas traînant. Une longue queue s'étirait devant les installations sanitaires qui se trouvaient du même côté que les bas-reliefs en bronze. Une fois dans la file, entre deux bâillements, Artyom essayait de se remémorer ne fût-ce que des fragments d'images et d'impressions de son rêve. La file cessa soudain de progresser, et les gens autour de lui échangèrent des propos à voix basse. Cherchant à comprendre ce qui se passait, Artyom se retourna. Tous les regards étaient braqués sur une porte métallique au lourd verrou. Elle était grande ouverte à présent, et dans son embrasure se tenait un homme de haute taille. À sa vue, Artyom oublia instantanément pourquoi il se trouvait là. Un stalker. C'était exactement l'image qu'il s'en était faite en écoutant les récits de son père adoptif et ceux des colporteurs.
une combinaison protectrice sale, brûlée par endroits, un long et lourd gilet pare-balles, des épaulières larges. Sur la droite, posée négligemment, une énorme mitrailleuse, et sur la gauche pendait une bande de chargement pleine de munitions graissées qui projetait des éclats métalliques. Des chaussures grossières à lacets dans lesquelles était rentré le pantalon, et dans le dos, un sac ordinaire de grosse toile. Le stalker avait enlevé son casque lourd des forces spéciales, ôté le masque à gaz en résine, et le visage rouge et couvert de sueur, il discutait avec le commandant du poste sud. Il n'était plus très jeune. Artyom voyait une barbe grise de quelques jours lui manger les joues, ainsi que des filaments blancs dans ses cheveux noirs coupés courts. Mais la force et la confiance en soi émanaient de lui. Il était sérieux, attentif, et même ici, dans cette station calme bien éclairée, il donnait l'impression d'être prêt à faire face au danger, de ne jamais pouvoir être pris au dépourvu. Désormais seul, Artyom détaillait sans gêne le nouveau venu. Ses voisins de la file d'attente avaient commencé par l'invectiver pour qu'il avance, mais en absence de toute réaction de sa part, ils avaient décidé de le dépasser. « Artyom, qu'est-ce qui te prend si longtemps ? Attention, tu vas être en retard !» lança Danila, qui arrivait à grands pas. En entendant appeler son nom, le stalker se tourna dans la direction d'Artyom, l'observa attentivement, et soudain fit un pas dans sa direction. « De VDNKH ?» demanda-t-il d'une voix profonde, sonore. Artyom opina du chef en silence, sentant ses genoux flancher. « Ne chercherais-tu pas par hasard un certain Melnik ?» Artyom opina Derechef. « C'est moi, Melnik. As-tu quelque chose pour moi ?» demanda le stalker, en le regardant dans les yeux. Artyom se hâta de défaire le lacet avec la douille qu'il portait autour du cou, et l'attendit au stalker. Aussi étrange que cela pût paraître, il avait du mal à s'en séparer à présent, comme si elle était devenue un talisman. Melnik enleva ses gants en cuir, dévissa le couvercle de la capsule et la secoua précautionneusement pour en faire tomber quelque chose dans sa main. Un petit morceau de papier roulé, une note. « Viens avec moi. Excuse-moi pour hier, je n'ai pas pu. Ils ont appelé alors qu'on montait déjà à la surface. » Prenant brièvement congé de Danila en le remerciant, Artyom se hâta derrière Melnik sur les escalators qui conduisaient à la correspondance vers l'Arbatskaya. « Avez-vous des nouvelles de Hunter ?» demanda-t-il timidement, suivant à grand-peine le rythme imposé par les longues foulées du stalker. « Plus personne n'en a entendu parler. J'ai bien peur que, si nous voulons de ces nouvelles, il faille demander à Veau-Noir, répondit Melnik en jetant un regard à Artyom par-dessus son épaule. En revanche, des nouvelles de VDNKH, ce n'est pas ce qui manque. Je dirais même qu'il y en a trop. Artyom sentit les battements de son cœur s'accélérer. Quelles nouvelles ? demanda-t-il en essayant de cacher son inquiétude. Pas grand-chose de bon, répondit sèchement le stalker. Les Noirs ont repris les hostilités. Il y a eu un affrontement la semaine dernière. 5 morts. Les gens fuient désormais de votre station. Ils disent ne pas pouvoir supporter la terreur. C'est qu'il avait raison, Hunter, quand il me disait que quelque chose de terrible se tramait chez vous. Il le sentait. Vous ne savez pas qui est mort ? demanda Artyom, effaré, tout en cherchant à se souvenir qui devait être de garde ce jour-là. Une semaine plus tôt ? Quel jour c'était ? Jeniya ? Andrei ? Faites que ce ne soit pas Jeniya. Et comment je le saurais ? Parce que là-bas, comme si les incursions de la non-vie ne suffisaient pas, il y a aussi les diableries dans les tunnels autour de Prospect Mira. Les gens perdent la mémoire, plusieurs voyageurs sont morts. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Aujourd'hui, il y a une réunion du conseil. On va écouter l'avis des doyens des brahmanes et des généraux. Mais je doute qu'ils puissent aider ta station. C'est à peine s'ils arrivent à protéger Police. Et encore, pour la simple raison que personne n'ose vraiment se faire les dents dessus. Ils entrèrent dans l'Arbatskaya. Là aussi brillaient les lampes à mercure, et, comme à la Borovitskaya, les arches murées à l'abri qu'abritaient des logements. Devant certains d'entre eux, il y avait des gardes en faction, et, de manière générale, les militaires étaient bien plus nombreux. Les murs blancs étaient couverts par endroits d'étendards de parade, inaltérés par le temps, aux aigles brodés de fils d'or. Une grande animation régnait autour d'eux. Des brahmanes, en longs manteaux amples, traversaient la salle.
les femmes de ménage lavaient les sols, invectivant tous ceux qui passaient sur les zones encore humides. Il y avait aussi des visiteurs d'autres stations, facilement reconnaissables à leurs lunettes teintées ou à leurs mains en visière au-dessus de leurs yeux plissés. Seules les habitations et les administrations étaient établies dans la salle et sur les quais. Tous les commerces étaient installés dans les couloirs des correspondances. Melnik conduisit Artyom à l'extrémité du quai, d'où l'on pouvait accéder aux locaux de service. Il lui désigna un banc en marbre, aux revêtements de bois usés par des milliers de passagers, lui demanda de l'y attendre et s'en fut. Police n'avait pas déçu ses attentes, se dit Artyom, en examinant une sculpture ingénieuse sous le plafond de la station. La vie était très différente, et les habitants n'étaient pas devenus aussi cruels, méchants ou abattus que dans les autres stations. Le savoir, les livres, les arts avaient ici un rôle prépondérant. Rien que le long de la correspondance entre la Borovitskaya et l'Arbatskaya, il était passé devant pas moins de 5 étals de livres. Des affiches étaient placardées, annonçant pour le lendemain soir un spectacle d'après Shakespeare, et, comme à la Borovitskaya, une mélodie flottait dans l'air. Les 2 stations et la correspondance étaient dans un parfait état d'entretien, même si on apercevait ici et là, sur les parois, des traces d'infiltration d'eau. Les moindres brèches et fissures étaient immédiatement réparées par des équipes techniques qui circulaient sans cesse dans Police. Par curiosité, Artyom inspecta des yeux le tunnel. Il était sec et propre. Aussi loin que portait son regard, de petites lampes électriques accrochées tous les 100 mètres éclairaient le tronçon de voie de leur halo jaune. De temps à autre, il voyait passer des draisines chargées de caisses. Certaines s'arrêtaient, laissant descendre tels passagers, ou charger une cantine de livres dont Police approvisionnait tout le métro. Tout cela pouvait disparaître prochainement. VDNKH ne pourrait plus soutenir bien longtemps les assauts répétés des Noirs. Pas étonnant, marmonna Artyom. Il se rappelait encore distinctement sa nuit de faction, où ses compagnons et lui avaient repoussé une attaque du cordon Nord, et tous les cauchemars qui l'avaient tourmenté ensuite. Est-ce que VDNKH allait tomber ? Dans ce cas, il n'aurait plus de chez lui. Son seul espoir serait alors que son père adoptif et ses amis aient eu le temps de s'enfuir, et qu'il puisse un jour les croiser dans le métro. Artyom se promit de prendre tout de suite le chemin du retour, si Melnik lui signifiait qu'il avait accompli sa mission et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si le destin de sa station était de se dresser en unique rempart sur la route des Noirs, et celui de ses proches de périr en la défendant, alors il préférait se tenir à leur côté plutôt que de se cacher dans ce paradis. Il eut soudain envie d'être chez lui, de voir une fois encore l'alignement des tentes militaires sur le quai, la fabrique de thé, discuter avec Jeniya, lui narrer ses aventures, même s'il n'en croirait pas la moitié, s'il était encore en vie. « Viens, Artyom !» l'appela Melnik. « On veut te voir. » Il s'était débarrassé de sa combinaison protectrice et portait un pull à col roulé, un calot noir sans cocarde et un pantalon à poche identique à celui de Hunter. Le stalker lui rappelait le chasseur, non dans son apparence, mais dans son comportement. Il avait la même concentration, le même sérieux, et il s'exprimait en phrases courtes, hachées. Les murs du local étaient lambrissés de chênes, et l'un en face de l'autre pendaient 2 majestueux tableaux à l'huile. Sur l'un, Artyom reconnut aussitôt la grande bibliothèque. Sur l'autre, trônait un haut bâtiment recouvert d'une pierre de parement blanche, et la légende sous la toile déclarait « État-major général, ministère de la Défense, Fédération russe ». Au milieu de la pièce, assises autour d'une grande table en bois, 10 personnes observaient attentivement Artyom. La moitié portait les manteaux larges des brahmanes, l'autre des uniformes d'officiers. Les premiers étaient assis sous le tableau figurant la bibliothèque, et les seconds, celui de l'état-major général. En tête de table siégeait, l'air important, un homme de petite taille à la calvitie prononcée. Ses lunettes sévères soulignaient l'impression d'autorité qui émanait de lui. Il était vêtu d'un costume et d'une cravate, et n'arborait pas sur ses tempes de tatouages qui eût indiqué son appartenance à une caste. « Venons-en au fait, dit-il en guise de préambule,
sans même se présenter. Racontez-nous tout ce que vous savez, en y incluant la situation dans les tunnels entre votre station et Prospect Mira. Artyom entreprit de décrire en détail le combat de VDNK-H contre les Noirs, puis les ordres de Hunter, et enfin son voyage vers Police. Au moment du récit des péripéties dans les tunnels entre l'Alexeyevskaya, la Rishkaya et Prospect Mira, les militaires et les brahmanes échangèrent des propos à voix basse, les uns incrédules, les autres excités, et l'officier chargé du procès-verbal, dans un souci d'exactitude, lui demanda des précisions à 2 ou 3 reprises. Lorsque les discussions se tarirent, Artyom fut autorisé à reprendre son récit, mais il éveilla moins d'intérêt dans l'auditoire jusqu'à l'épisode de la station Polianka et de ses 2 occupants. « Permettez, l'interrompit outré un des militaires, un homme rondouillard dans la cinquantaine, aux cheveux gominés en arrière et aux lunettes cerclées d'acier. On sait avec précision que la Polianka est inhabitée. La station a été abandonnée depuis bien longtemps. Des dizaines de gens la traversent tous les jours, c'est vrai, mais il est parfaitement impossible d'y vivre. Des infiltrations régulières de gaz s'y produisent et une multitude de panneaux mettent en garde contre ce danger. Et cela va de soi qu'il n'y a dans cette station ni chat, ni vieille paperasse. Les quais sont parfaitement déserts. Déserts. Je vous ordonne de cesser vos insinuations. » Les autres militaires opinèrent de conserve, et Artyom se tut, perplexe. Quand il s'était arrêté à la station Polianka, la pensée fugace que l'ambiance qui régnait était invraisemblable pour le métro moscovite lui avait traversé l'esprit. Mais il n'avait pas poussé plus loin ses observations et analyses, car les 2 occupants de la station, bien réels quant à eux, avaient immédiatement attiré son attention. Les brahmanes, cependant, ne soutinrent pas ce désaveu courroucé. Le plus âgé, un vieillard chauve à la longue barbe blanche, regarda Artyom avec intérêt et échangea quelques phrases dans une langue incompréhensible avec ses voisins. Ainsi que vous le savez, ce gaz peut avoir des propriétés hallucinogènes s'il est mélangé à l'air dans certaines proportions, dit d'une voix conciliante le brahmane, assis à la droite du doyen. Ce qui soulève la question suivante, enchaîna le militaire en fixant Artyom d'un regard en biais. Peut-on lui faire confiance pour tout le reste ? Merci pour votre rapport, les coupa l'homme au costume. Le conseil va en délibérer et vous serez informé du résultat. Vous pouvez disposer. Artyom se dirigea vers la sortie. Était-il possible que toute sa conversation avec les 2 fumeurs de narguilé ne fût qu'un mirage ? Mais alors cela signifiait que l'idée même qu'il avait été choisi, qu'il pouvait plier la réalité à sa volonté tant qu'il suivait le fil directeur de sa vie, tout ça n'était que le fruit de son imagination ? Une vaine tentative de consolation ? Désormais, la rencontre mystérieuse dans le tunnel entre la Polianka et la Borovitskaya ne lui semblait plus aussi prodigieuse. Du gaz ? Du gaz. Il était assis sur le banc à côté de la porte, sans même chercher à écouter le débat entre les membres du conseil. Des passants déambulaient devant lui, des draisines allaient et venaient. Le temps s'égrenait minute par minute, et lui était assis, absorbé dans ses pensées. Sa mission existait-elle réellement ? N'était-elle que le fruit de son imagination ? Qu'allait-il faire maintenant ? Où diriger ses pas ? On lui toucha l'épaule. C'était l'officier qui s'était occupé de transcrire son récit. Les membres du conseil souhaitent vous informer que Police est dans l'incapacité matérielle de porter assistance à votre station. Ils vous remercient de votre rapport précis sur la situation dans le métropolitain. Vous êtes libre. Voilà tout. Police ne peut rien pour vous. Tout ce chemin en vain. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour rien. Il n'avait plus qu'à retourner à VDNK-H et rejoindre les rangs de ceux qui y montaient la garde. Artyom se leva lourdement et marcha au hasard sans savoir où ses pas le menaient. Quand il arriva en vue du couloir de correspondance vers la Borovitskaya, il entendit derrière lui un tout-sautement discret. Artyom se retourna et vit le brahmane qui était assis à main droite du doyen lors de la réunion du conseil.
Attendez, jeune homme. Il me semble que nous devons évoquer quelque chose ensemble. Quelque chose d'ordre privé, lui dit le brahmane en souriant poliment. Puisque le conseil est dans l'incapacité de vous aider, il est possible que votre humble serviteur puisse se montrer bien plus utile. Il prit Artyom par l'avant-bras et l'entraîna vers l'une des habitations en briques sous les arches. Il n'y avait pas de fenêtre, la lumière électrique était éteinte. Seule la flamme vacillante d'une bougie dessinait dans l'obscurité le visage de quelques personnes rassemblées. Artyom n'eut pas le loisir d'en voir davantage, car le brahmane s'empressa de souffler la bougie, et les ténèbres prirent possession des lieux. « Maintiens-tu pour vrai ce que tu as dit à propos de la Polianka devant le conseil ?» demanda une voix rauque. « Oui, » répondit fermement Artyom. « Sais-tu quel autre nom nous donnons à la Polianka, nous les brahmanes ? La station du destin. Si les Kshatriyas veulent penser qu'il règne dans cette station un gaz à effet hallucinogène, nous ne sommes pas contre. Nous n'allons pas guérir de la cécité notre ennemi d'hier. Nous croyons, nous, que les hommes y rencontrent les envoyés de la Providence. À une grande majorité d'entre eux, la Providence n'a rien dit, et ils traversent une station abandonnée de tous. Mais ceux qui ont rencontré quelqu'un à la Polianka doivent tenir cette rencontre pour essentielle d'attention, et garder en mémoire toute leur vie ce qui leur a été dit. Te souviens-tu de ce qui t'a été révélé ? J'ai oublié, mentit Artyom. Il ne faisait pas confiance à ces hommes qui lui donnaient l'impression d'appartenir à une secte. Nos doyens sont convaincus que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, et tes capacités hors du commun, qui t'ont déjà sauvé à plusieurs reprises au cours de ton périple, peuvent nous être utiles. En échange, nous te tendrons une main secourable, à toi et à ta station. Nous sommes les gardiens des savoirs, et il en est certains qui sont en mesure de sauver VDNKH. Mais vous ne comprenez donc pas qu'il ne s'agit pas seulement de VDNKH ? Explosa Artyom. Je ne suis pas venu seulement pour plaider pour ma station, pour vous conter mes malheurs. Ce danger vous menace tous. VDNKH sera la première à tomber, c'est vrai, mais ensuite ce sera le tour de toute la ligne, puis viendra la fin de tout le métro. Nul ne souffla mot. Le silence s'épaissit, rompu seulement par les respirations paisibles. Artyom attendit encore quelques instants, mais il ne put supporter ce mutisme très longtemps. Que dois-je faire ? Monter à la surface, dans la grande réserve du savoir, y trouver ce qui nous appartient de droit et nous le redescendre. Si tu réussis à découvrir ce que nous cherchons, nous te donnerons les connaissances qui te permettront d'anéantir le danger, et que brûle la grande bibliothèque si je mens.